Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Face by Mahmoud Fachek Tijani, il est 12h, mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la Radio Al-Fayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce vendredi 3 octobre 2025, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Al-Fayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Face à la presse, le Parti démocratique sénégalais dénonce une crise multidimensionnelle et alerte sur la situation économique. Le PDS annonce une réorganisation de son secrétariat national et l'installation prochaine d'un nouveau comité directeur. Vous entendrez Bachir Diawara. Nous irons dans la commune de Bignarabé où l'association des femmes Ecofemmes est intervenue auprès des productrices locales pour les appuyer dans la préservation de leur cadre de vie avec la plantation d'arbres dans la forêt de Bakor. Nous nous rendrons à Medina Yorofoula. L'Agence nationale des énergies renouvelables ANER a offert près de 12 000 lampadaires répartis dans les 44 communes de la région de Kolda. C'est en présence du mandataire du DG de ANER. Sur l'international, Burkina Faso, le chef de l'État accuse des pays voisins de déstabilisation, dont la Côte d'Ivoire. C'était lors de son 3e anniversaire de son arrivée au pouvoir. Du sport, Pape Thiaw et son staff ont choisi de lancer la préparation à Juba, un choix logistique qui traduit la volonté du staff de limiter les déplacements. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Je vous dis bonjour, c'est Haj Libas Mbaya sur les opérations techniques. Le Parti démocratique sénégalais a tenu mercredi dernier un point de presse pour alerter la gravité de la situation socio-économique du pays. Il accuse le gouvernement d'appliquer une politique fiscale asphyxiante. Écoutons Bachir Diawara. Ce point de presse intervient dans un contexte socio-économique marqué par de profondes difficultés qui affectent durement le quotidien des Sénégalais. Fidèle à sa tradition républicaine et à sa mission d'alerte, le Parti démocratique sénégalais souhaite ici se prononcer sur plusieurs questions d'intérêt national dans un esprit de vérité, de responsabilité et de proposition. Une crise multidimensionnelle aux conséquences graves. Les populations vivent une situation d'abandon généralisé face aux risques sanitaires provoqués par les inondations et la stagnation des eaux, notamment dans la ville sainte de Touba. Livrée à elle-même, elle assiste impuissante à la propagation de la maladie hydrique, faute de mesures de prévention et de secours dignes de ce nom. Le PDS interpelle le gouvernement sur l'urgence de mettre en place un fonds spécial de lutte contre les inondations, un programme structuré de prévention et de résilience et un audit des fonds mobilisés depuis 2009 afin d'évaluer leur efficacité. Nous rappelons que le régime libéral, confronté à des inondations majeures en 2009, avait élaboré une stratégie originale et intégrée, articulée autour de 3 volets majeurs: la restructuration urbaine, projet APIX, le relogement et la réinstallation, plan Diahaï, le drainage des eaux pluviales, projet, une fiscalité étouffante et un pouvoir d'achat en chute libre. La taxation du consommateur combinée à l'inflation galopante a atteint un seuil critique. Le coût de la vie devient insupportable pour les ménages sans aucune mesure d'accompagnement à la hauteur des enjeux. Le PDS dénonce à ce niveau-là une politique fiscale asphyxiante, sans équité ni effet de redistributif qui détruit le tissu économique national au lieu de le renforcer. Sur la situation macroéconomique, Bachir Diawara estime que l'économie est à la dérive. Le PDS rappelle que les agences de notation Moody's et Standard & Poor's ont dégradé la note souveraine du Sénégal à B- avec une perspective négative. Le souverainisme au service de créanciers étrangers. Je m'explique. Le gouvernement actuel, tout en revendiquant une posture souveraine, fait peser l'effort du remboursement de la dette extérieure sur les ménages et les entreprises sénégalaises. Paradoxalement, ce sont les plus vulnérables qui supportent le coût d'un endettement dont les bénéfices ne sont pas visibles ni mesurables dans le quotidien des Sénégalais. Le PDS souligne l'incohérence d'un discours de rupture alors que les instruments mis en œuvre traduisent une soumission aux logiques de la dette détenue par les créanciers internationaux. Une situation économique alarmante sans cap gouvernemental. Près de 2 ans après l'installation du gouvernement Sonko, le constat est amer. L'économie sénégalaise est à la dérive. Les agences de notation telles que Moody's, Standard & Poor's ont dégradé la note souveraine du Sénégal, désormais classée en B-, avec une perspective négative, signe d'une perte de crédibilité financière. Le déficit public dépasse 9% actuellement du PIB.
Sans plan de relance crédible, le gouvernement multiplie les emprunts obligataires de manière désordonnée sans que les fonds ne soient orientés vers des projets structurants. À titre de comparaison, le président Abdoulaye Wade avait mis en place une politique d'emprunt obligataire prudente et efficace qui avait permis de réaliser de nombreux projets d'infrastructures structurants, notamment en énergie. Vous vous rappelez bien de la mise en place des différentes centrales à production au niveau de la Sénélec. Le succès de la redevance de développement des infrastructures aéroportuaires, RDIA, témoigne de cette approche innovante des responsables. Grâce à cette redevance initiée par le ministre Karim Wade, on a pu financer entièrement l'AIBD sans ponctionner le budget national. L'héritage assaini laissé par le président Wade, c'est important de revenir. Contrairement aux allégations infondées sur les caisses vides laissées par le président Wade. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce vendredi 3 octobre 2025, il est exactement 12h16. L'info se poursuit sur les www.radioalfayda.net. Les jeunes de Médina Yoro Fula restent confrontés au manque de formation et de financement, autant de freins à leur épanouissement et au développement local. Kabir Khan, il est le président du conseil départemental de la jeunesse, réagit au micro de Papa Kacheli Padji. Les jeunes représentent une force vive incontournable. Ils sont attendus dans plusieurs domaines, bien sûr. Participation à la vie communautaire, surtout. Création d'activités génératrices de revenus, mais aussi sensibilisation sur la citoyenneté, la protection de l'environnement et des innovations dans l'agriculture et l'élevage, et surtout dans le numérique. Maintenant, par rapport à la question de savoir quelles sont les initiatives économiques développées par les jeunes dans le Médina Yoro Fula. Bon, en fait, les jeunes sont en train de développer des activités agricoles et maraîchères, mais aussi ils sont dans l'élevage de bovins, ovins et même de la volaille. On trouve également dans le département des jeunes qui s'activent dans le commerce, dans l'entrepreneuriat, dans les multiservices. Certains même sont dans le transport. Donc il y a même des jeunes qui s'organisent en tout cas autour des coopératives. Oui, on voit maintenant des coopératives de jeunes pour valoriser en tout cas les produits locaux, mais aussi augmenter leur production au niveau de l'agriculture et de l'élevage. À la question de savoir quels sont les défis rencontrés par les jeunes pour développer leurs initiatives économiques. Les défis sont vraiment nombreux. Manque de financement, mais également difficulté d'accès au crédit. Il y a également un faible accompagnement technique, manque même de formation professionnelle adaptée. Tout ça s'y ajoute maintenant l'isolement géographique, c'est-à-dire l'enclavement du département avec une faible en tout cas infrastructure, surtout des infrastructures routières, des marchés, de l'électricité, tout manque. Tout ça, ce sont des défis également qui sont en tout cas confrontés par les jeunes de Médina Yoro Fula. La migration rurale également vers les grandes villes, mais aussi vers l'étranger. Médina Yoro Fula est une zone de départ en tout cas à l'immigration clandestine. Quel impact en tout cas ces actions sur l'environnement? Bon, c'est vrai que par rapport aux activités, aux actions que la jeunesse est en train de mener, il y a un impact positif, franchement. La réduction du chômage, parce que les jeunes qui s'activent maintenant dans l'entrepreneuriat et dans l'agriculture, ça diminue le chômage des jeunes, maintient également des jeunes dans nos terroirs, c'est-à-dire aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui étaient vraiment engagés, prêts à partir, mais aujourd'hui ils peuvent rester grâce à ces activités en tout cas agricoles. Surtout aussi, ça augmente la dynamisation de l'économie locale, donc au niveau local aussi, ça augmente en tout cas les ressources. Il y a aussi un impact environnemental parce que certains projets agricoles, ça favorise la reforestation, la protection des sols, mais aussi d'autres en tout cas produits qui peuvent aussi être vraiment un impact et qui peuvent impacter l'environnement. À l'instant, le président du conseil départemental de la jeunesse de Kolda, Kabira Khan, réagissait au micro de Papa Kajili Badji. La coopérative pour le développement de Sibassor Copedelsi a organisé la semaine dernière une journée de sensibilisation sur le changement climatique et plusieurs producteurs dans les communes de Dia et Sibassor ont été formés. Écoutons à ce propos Martar Diop au micro de Cheikh Tidjadjagne. Donc nous parlons des changements climatiques. Les changements climatiques ont des conséquences négatives en quelque sorte, dans la mesure où il y a les grandes puissances qui produisent à chaque fois au niveau de les grandes sidérurgies qui dégagent trop de carbone au niveau dans le ciel. Donc cela peut entraîner les changements climatiques, soit une chaleur excessive ou bien des pluies extra abondantes, qui auront des conséquences négatives au niveau des cultures et de la santé de l'être humain et de l'animal. Il y a des conséquences agricoles? Évidemment, il y a des conséquences agricoles. Je disais tout à l'heure que, par exemple, s'il y a une chaleur excessive, il peut y avoir des brûlures au niveau des herbes, de la récolte.
Durant ces périodes que nous sommes, par exemple, quand la pluie diminue, donc s'il y a une chaleur excessive, il peut y avoir des brûlures au niveau des champs et consorts. Ou bien des quantités d'eau qu'on ne peut plus contrôler, qui vont entraîner maintenant la dégradation même du champ, que le paysan ou bien le cultivateur qui était en phase de sa récolte, il va le perdre encore. Lors de cette journée de sensibilisation, le gérant du central est revenu sur la prévention tout en invitant les acteurs à plus de vigilance. Réécoutons Mokhtar Diop, toujours au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Les conséquences peuvent affecter la santé de l'être humain. Quand il y a une chaleur excessive, quand on est diabétique ou bien quand on a le cancer ou bien le cancer de la peau, on est gêné. Quand on a l'hypertension artérielle, avec l'excès de chaleur, ça peut entraîner des conséquences négatives. Et même au niveau de l'animal aussi, au niveau du tapis herbacé. Ça affecte aussi l'économie de l'être humain. Par exemple, quand on est cancérigène, quand on a un cancer de peau, quand il y a une chaleur excessive, maintenant on est gêné et on est obligé d'acheter des médicaments pour se soigner. Et le fait de débourser de l'argent, ça pèse beaucoup sur l'économie de l'être humain. Donc d'ailleurs, tu ne seras plus tellement actif pour produire beaucoup, mais en plus de cela, tu vas débourser de l'argent pour acheter des produits pharmaceutiques pour se soigner. Donc ça affecte directement la santé et l'économie de l'être humain. Nous lançons un message fort à l'endroit de nos producteurs en leur disant qu'il faut à chaque fois être à l'écoute de l'ANACIM, avoir toutes les informations nécessaires concernant l'hivernage et même après l'hivernage. Cela peut vous permettre, par exemple, si vous voulez voyager, tu sauras quelles sont les précautions qu'il faut prendre en matière d'habillement ou autre. Quand on est malade, tu sauras comment je vais faire maintenant pour pouvoir se protéger contre la chaleur ou bien l'excès de pluie. Et d'une manière générale, nous lançons un appel à tout le monde. Donc il faut respecter ou bien être à l'écoute de l'ANACIM pour avoir toutes les informations climatiques. Parce qu'on ne peut pas s'en passer des informations climatiques. Je peux dire que c'est une obligation pour tout le monde d'avoir toutes les informations climatiques pour pouvoir mener exactement ses activités et être en bonne santé en quelque sorte. Mokhtar Diop intervenait sur cette journée de sensibilisation sur le changement climatique tenue à Sibassor. La commune de Bignarabé, dans le département de Médina Yoro Fula, a été le théâtre d'une belle initiative en faveur de l'environnement. L'association des femmes est intervenue auprès des productrices locales. Écoutons à ce propos Khadi Kamara, il est la présidente de l'association. Médina Yoro Fula est une zone qui démontre le thème même de cette année, femmes et modèles agroalimentaires, tout sauf la pétrochimie. Pourquoi? Tout simplement par le déplacement du bassin arachidier naturel du Saloum jusqu'à Médina Yoro Fula. Aujourd'hui, le bassin arachidier du Sénégal, le grenier du Sénégal, c'est Médina Yoro Fula, avec en position première sur la production de mil, première position sur la production de maïs, première en production d'arachide et deuxième en production de coton. Tout simplement parce que dans le bassin arachidier naturel du Saloum, la pétrochimie a fini de faire ses dégâts. Le sol ne répond plus, le sol n'arrive plus à produire. Raison pour laquelle on est venu ici, justement pour alerter les autorités, justement pour alerter les populations, faire en sorte qu'ils prennent davantage soin de leurs terres, parce que ce qu'on a remarqué, ça veut dire que si on ne fait pas attention au MIF, si on ne fait pas attention à l'agriculture productiviste qui pousse à déforester pour faire de l'agriculture, bientôt ce sera la disparition également du MIF. Et si MIF disparaît, ça veut dire que tout ce que les experts du GIEC nous ont dit depuis le début et qui nous avaient poussé en 2021 d'organiser la grande marche historique des femmes pour la justice climatique, c'est-à-dire que d'ici 2030, si on ne fait rien, 118 millions d'Africains seront confrontés à l'extrême famine, mais aussi à l'extrême pauvreté, va nous arriver parce qu'en ce moment, nous savons tous qu'on est en train de subir de plein fouet les hotspots, c'est-à-dire les phénomènes de catastrophes extrêmes à travers les chaleurs extrêmes, à travers les inondations, etc., etc. C'est vraiment ce qui explique aujourd'hui le choix du MIF. À l'instant, Khadi Kamara, il est la présidente de l'ECOFEM Kolda dans la commune de Bignarabé, dans le département de Médina Yoro Fula. En Ambé, les producteurs s'érigent en bouclier contre l'attitude de la banque agricole qui refuse de leur prêter de l'argent pour leurs activités agricoles et ils demandent l'intervention de l'État du Sénégal. Oumar Baldé, il est le vice-président de la FEPROBA au micro de Papa Kadjili Badji. Les unions qui prenaient les prêts et remettaient aux producteurs. Mais depuis l'année dernière, la LBA dit qu'elle ne prête plus aux unions. Alors que les unions ne les doivent aucun centime. Aucun centime. Je défie quiconque. Aucun centime. Aucune union ne doit à la LBA un franc. Donc ils ne veulent pas prêter aux unions et ils veulent prêter aux GIE. C'est des GIE qui datent de plus de 40 ans. Il y a certains GIE, ils ont même perdu leur numéro de compte. C'est quand tu vas à la LBA, tu donnes le nom du GIE. Quand ils tapent, ils voient qu'il y a des crédits de 300 000, 400 000, 500
000 depuis le temps de la SODEFIDE, qu'ils m'excusent de parler de leur structure. Mais c'est des GIE qui appartenaient à la SODEFIDE qui ont adhéré au niveau de la fédération, auprès des unions et à la fédération. Aujourd'hui, si l'État peut faire quelque chose pour demander à la LBA de reprendre le système, de prêter aux unions, alors nous sommes preneurs, on va prendre. Au cas échéant, on va voir d'autres partenaires financiers si c'est possible. Nous sommes clients. Il y a une année, en 2018-2019, nous étions la première fédération à payer à 100%. Quand ils ont fait leur conseil d'administration, il y a quelqu'un qui connaît le bassin qui était au conseil d'administration. Il nous a appelé pour nous féliciter, pour nous dire que vous êtes les seuls à payer à 100%. En 2022, on a tout payé. On ne doit pas à la LBA. Les unions ne doivent pas à la LBA. Aucune union ne doit à la LBA. Aucun franc. Je prends toutes mes responsabilités pour le dire, parce que je connais. Vous suivez le journal. 12h25 sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. La mise en service de 3 pôles centres dès cette année. Cette déclaration a été faite par le ministre de l'Urbanisme des collectivités territoriales, Moussa Balla Fofana, en marge de la journée nationale de synthèse et de consolidation des concertations sur les pôles territoires qu'il présidait. Dans ces rencontres, plusieurs consensus historiques émergent. Le statut des pôles territoires comme établissement public territoriaux doté d'un conseil. L'adhésion au nombre des 8 pôles respectant l'ancrage socioculturel du pays. Le principe d'un fonds pluriannuel d'amorçage dans la réforme globale des finances locales. La conviction partagée que le secteur privé sera le moteur de la croissance territoriale. L'urgence d'outils modernes. Une agence territoriale de planification. Des sociétés territoriales d'économie mixte. Une charte de gouvernance. Mais surtout un dispositif de suivi et évaluation et des manuels de procédure clairs. Chaque kilomètre parcouru, chaque doléance, chaque consensus forgé nous rapproche d'un Sénégal équilibré et souverain. 3 pôles pilotes, centre, nord et sud, seront opérationnalisés, Inch'Allah, dès cette année. Ils ouvriront la voie à une territorialisation effective de l'action publique et la création de milliers d'emplois et à l'émergence de pôles attractifs pour les investisseurs locaux comme étrangers. Mesdames, Messieurs, pour conclure, je voudrais vous laisser cette image, celle d'un Sénégal qui ne marche plus sur une seule jambe, mais qui avance d'un pas fier et assuré, sur ses 2 pieds, fermement ancrés dans ses terroirs. Le Sénégal de demain ne se fera pas dans l'ombre d'une capitale, mais à la lumière de toutes ces régions. Le voyage que nous avons achevé ensemble, ces milliers de kilomètres parcourus, ces milliers de mains serrées, ces voix écoutées, n'est pas une fin. C'est le premier pas d'une nouvelle marche. La marche d'une nation qui a choisi de se retrouver, de se rééquilibrer et de renaître par la puissance de ses territoires. Alors oui, cette réforme est technique, mais elle est surtout profondément humaine. Elle est la promesse d'un père de famille à Podor de voir son fils travailler dignement au pays. Elle est l'espoir d'une fille de Sédhiou de partir du bas de l'échelle sociale et atteindre des sommets. Elle est le rêve d'un agriculteur de Tambacounda de devenir un agro-businessman. Cet espoir, ce rêve, cette promesse, nous allons ensemble les incarner. Emportons donc d'ici, non pas le souvenir d'un discours, mais la ferme conviction d'avoir allumé à ce jour une étincelle. Une étincelle qui deviendra feu, puis flamme, puis incendie créatif de prospérité et de fierté partagée d'un Sénégal enfin réconcilié avec toute sa géographie et tout son peuple. L'histoire nous regarde. N'y inscrivons pas notre peur du changement, mais notre courage pour bâtir. Notre héritage ne sera pas fait de mots, mais de territoires transformés, d'existence améliorée et d'une nation en fait unie dans sa diversité et forte de toutes ses énergies. Vive les pôles territoires, vive le Sénégal un et indivisible, fort dans tous ses territoires. Un Sénégal réconcilié avec toute sa géographie. À l'instant, Moussa Balla Fofana, ministre de l'Urbanisme des collectivités territoriales. La décentralisation au Sénégal est un processus très mouvementé. Elle connaît des temps forts et des périodes difficiles. L'expert en décentralisation, Dr Bintou Ndiaye, revient sur les défis nombreux que le maire de Dakar pourrait répondre. Écoutons sa réaction. En fait, il y a beaucoup de défis, beaucoup d'attentes, parce que non seulement Dakar aujourd'hui est la capitale du Sénégal, mais Dakar aussi est une métropole africaine. Donc, c'est-à-dire en termes d'investissement, beaucoup de choses à faire pour la ville de Dakar. Aujourd'hui, pour lui permettre de jouer pleinement ses fonctions, pour des investissements infrastructurels. En termes de gouvernance aussi, il y a beaucoup de défis à faire. Au point de vue économique aussi, les enjeux sont là. Et je pense que être maire d'une ville est un challenge, un défi à relever, surtout pour les villes africaines qui tendent vers une métropolisation.
Oui, des urgences, parce qu'on voit que si on prend le cas de la ville de Dakar, nous avons des communes qui sont particulièrement frappées par des inondations, qui font partie de la ville de Dakar. Je donne le cas spécifique des Parcelles Assainies. Certes, d'une manière directe, on ne pourrait pas dire que les inondations, l'assainissement est une compétence transférée, mais au nom de la clause de la compétence générale qui leur permet d'agir sur tous les plans économiques, sociaux et environnementaux, effectivement, là, on attend la ville pour qu'ils puissent mener des projets concrets afin de réduire ce fléau qui commence à être structurel pour Dakar globalement, la région de Dakar, mais spécifiquement pour une partie des Parcelles Assainies qui fait partie du département de Dakar. En dehors maintenant d'autres défis économiques liés à la mobilité, comme je l'ai dit au nom de la clause de la compétence générale, liés à la mobilité, à la réduction de la pollution, aujourd'hui à l'occupation de la voie publique, parce que ça c'est un défi énorme pour le département de Dakar. Certains acteurs économiques malheureusement ne sont pas pris dans les plans d'aménagement. Je donne l'exemple des mécaniciens, des vendeurs, des marchands ambulants, etc. Donc il y a énormément de défis aujourd'hui que le maire de la ville de Dakar pourrait répondre, sans compter maintenant le cadre de vie. Il y avait un début de projet avec l'État du Sénégal qui commençait à faire des aménagements d'aires sportifs. Et donc je pense que la ville de Dakar gagnerait à travailler en partenariat avec les services de l'État pour pouvoir répondre aux besoins des Dakarois. Au nom de la clause de la compétition générale, notre pays va abriter les Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026 et pour l'expert en décentralisation. La ville de Dakar doit jouer un rôle très important en collaboration avec les autorités de l'État. Réécoutons Dr Bintou Ndiaye. Ah oui, ça c'est des événements, c'est des agendas internationaux qui placent les villes au cœur de la problématique internationale. Pratiquement tous les grands rassemblements internationaux portent le nom des capitales. Ça c'est pour permettre à la capitale de rayonner au plan international. Donc on dit JO 2000, c'est sûr que Dakar est mis en avant, on met le nom de Dakar en avant. La ville de Dakar doit jouer un rôle très important, mais toujours en collaboration avec les autorités de l'État. Il faut qu'on puisse sentir que ces genres de manifestations puissent avoir des retombées positives sur le plan économique, sur le plan sportif, sur le plan culturel, parce que c'est ça qui permet au fait Dakar de pouvoir jouer un rôle au niveau de la gouvernance mondiale, c'est-à-dire un rôle vers sa trajectoire de métropolisation. Bon, ça c'est un projet de l'État. Évidemment, pour que ça puisse réussir, il faut que les villes puissent travailler en partenariat avec les autorités étatiques, sans aucun doute, mais il ne faudrait pas aussi que ce projet puisse être un projet architectural. Parce qu'il y a une différence entre l'urbanisme et l'architecture. Que ce ne soit pas une succession de grands bâtiments, une succession de béton, comme les grandes métropoles comme New York, non. Aujourd'hui, on est dans la problématique des villes durables, la problématique des villes vertes. Dakar est très pollué, donc il faudrait quand même qu'on puisse, dans cet agenda de métropolisation de Dakar 2050, qu'il puisse avoir une place importante pour diminuer la pollution à Dakar. Donc naturellement, cette augmentation même de l'âge des véhicules qu'on doit emporter à Dakar, donc c'est une problématique qui n'entre pas en jeu avec ce fameux agenda 2005 de métropolisation de Dakar. On est aujourd'hui dans la problématique des smart cities avec des mobilités douces, des mobilités durables. Je pense qu'il y a un bon projet qui a été amorcé pour pouvoir permettre à Dakar d'être une ville verte. Et dans ce processus de cet agenda de métropolisation de Dakar qui a été lancé, il ne faudrait pas surtout que ce soit une succession de grands bâtiments, mais que ça puisse être rentré dans la durabilité et surtout aussi faire entrer Dakar dans la gouvernance, dans le débat sur la gouvernance mondiale. Donc, c'est-à-dire qu'on puisse pouvoir accueillir des grandes manifestations, des grandes réflexions, des grandes organisations comme les Nations Unies qui pourront permettre aujourd'hui, quand on parlera de la gouvernance mondiale, effectivement, le nom de Dakar pourra y figurer. Donc, c'est pas seulement un projet architectural, ça va au-delà de l'architecture, ça inclut la gouvernance. À l'instant, Dr Bintou Ndiaye, experte en décentralisation. La région de Kolda a reçu la visite du mandataire du DG de l'Agence nationale des énergies renouvelables ANER, un lot de lampadaires pour l'éclairage public dans les différentes collectivités territoriales. Écoutons Sassoum Lei Kouyaté, il est mandataire du directeur général de l'ANER, au micro de Papa Kajili Badji. Exprimer une satisfaction totale des populations qui sont bénéficiaires de ces lampadaires parce que l'ANER a mis à la disposition de la région de Kolda près de 12 000 lampadaires, pour être précis 11 200, presque 35 ou 60 lampadaires au niveau donc de la région de Kolda. Je dirais près de 12 000 lampadaires. Alors, près de 12 000 lampadaires répartis entre les 40 communes. Et la priorité, c'est dans les zones qui ne sont pas encore électrifiées. C'est ça aussi. Il y avait des commissions qui avaient travaillé pour le cas de Kolda. Nous remercions la commission qui a eu à travailler, à laquelle j'ai
fait partie naturellement et que le préfet et l'ensemble de la commune même, le maire et les mouvements de jeunesse, mais aussi il y a ce qu'on appelle les troisième âge. Nous avons travaillé dans la transparence et la démocratie, dans le dispatching des quotas. Kolda bénéficie de 350 lampadaires, la commune de Kolda. Et tous les quartiers bénéficieront, auront leur part, surtout en fonction de leur non-électrification. Et pour rappel, toujours ça a été un cri de cœur des Koldois, les différents cimetières ne sont pas laissés en rade. La commission a bien pensé positivement de mettre à la disposition des cimetières des lampadaires pour pouvoir les éclairer aux alentours des cimetières. Et ceci étant, ce qui fait que donc tout au bénéfice des populations, tout ce qu'on pourrait dire au finish, le travail a été bien fait. Nous attendons maintenant la réception pour pouvoir aller vers les implantations au niveau donc des différentes communes. Vous suivez le journal. Sur Radio Al-Fayda à Kaola. Vous nous suivez sur les 5 continents grâce à la magie du net Radio Al-Fayda. Le directeur général de l'Agence nationale de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, Sekona Diatta, s'est rendu à Bignarabé où il a promis un accompagnement pour restaurer la verdure, une initiative des jeunes de cette localité. Voici ses propos. Notre présence ici a une double signification. La première, c'est que nous savons que la gestion des ressources naturelles est une compétence transférée aux collectivités territoriales. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en pleine campagne de reboisement et que cette activité, justement, a eu un volet de reboisement qui s'est passé hier et avec la mobilisation des femmes. Et quand on parle de femmes, nous savons tous au niveau du tissu social sénégalais, les femmes jouent un rôle extrêmement important. Et notre rôle en tant que service de l'État, c'est d'accompagner les initiatives, qu'elles soient individuelles ou communautaires, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous nous sommes engagés à accompagner la collectivité territoriale, mais également l'association qui a pris cette initiative, de telle sorte que dans les années à venir, que notre présence ici soit permanente par la mise à disposition de jeunes Heundawi qui vont justement faire le suivi de tout ce que nous faisons comme reforestation, que ce soit au niveau des concessions ou au niveau des forêts communautaires ou des forêts classées. Et j'ai instruit le directeur de la reforestation de l'agence déjà d'inscrire la commune de Bignarabé pour l'agenda de l'année prochaine, pour qu'il y ait justement, au-delà de ce qui est fait aujourd'hui, qu'une présence massive de l'agence soit notée l'année prochaine pour un reboisement d'envergure et qui va donc nous permettre de mieux suivre la reconstitution de ces massifs forestiers, mais aussi d'accompagner les communautés dans cet effort de reboisement. Parce que le reboisement, c'est également la forêt classée, mais c'est aussi les plantes, les espèces fruitières. Actualité internationale. Sur l'international, Burkina Faso, le chef de l'État accuse des pays voisins de déstabilisation, dont la Côte d'Ivoire. C'était lors du 3e anniversaire de son arrivée au pouvoir. Des tensions diplomatiques entre Ouagadougou et Abidjan à l'occasion du 3e anniversaire du régime militaire au Burkina Faso. Le chef de la junte, le capitaine Traoré, a une nouvelle fois accusé la Côte d'Ivoire d'héberger des personnes qui tentent de déstabiliser son pays. Nous attendons des preuves, répond aujourd'hui Amadou Koulibaly, le ministre porte-parole du gouvernement ivoirien. Il rappelle que son pays accueille 80 000 réfugiés burkinabés et quant aux 6 fonctionnaires ivoiriens arrêtés à la frontière il y a quelques semaines et détenus à Ouaga, il affirme qu'il s'agit bel et bien de civils. Il réfute les accusations d'espionnage émises par les autorités militaires burkinabées. Actualité internationale. À Madagascar, les syndicats rejoignent le mouvement de contestation lancé par la Gen Z. Ils accentuent la pression sur le président Ange Radzouel, une semaine après le début des manifestations inédites qui secouent la Grande Île. La solidarité syndicale malgache, une principale plateforme syndicale du pays qui regroupe une 50aine d'organisations, a appelé à la grève générale. Et comme le collectif Gen Z, elle demande aussi la démission du chef de l'État. Actualité internationale. Et parti du Népal et d'Indonésie, le mouvement de contestation Gen Z, ces jeunes qui sont nés dans les années 2000, a gagné Madagascar, mais aussi le Maroc. Et selon le ministère marocain de l'Intérieur, plus de 400 personnes ont été interpellées et près de 300 blessés après des violences qui ont éclaté lors de manifestations dans plusieurs villes marocaines. Actualité
internationale. Le président camerounais Paul Biya, candidat à sa propre succession à la présidentielle du 12 octobre, est rentré à Yaoundé. Il est rentré au pays après 10 jours d'absence. Actualité internationale. Et revenons à présent sur la peine de mort à laquelle a été condamné Joseph Kabila par contumace par la haute cour militaire de Kinshasa. Un verdict historique dans l'histoire de la RDC, un pays qu'a dirigé l'ancien président congolais pendant 18 ans. Joseph Kabila qui a donc été reconnu coupable de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel. La justice militaire l'a même désigné comme chef de la coalition AFC M23. Actualité internationale. Et la situation dans l'Est de la RDC devant le Conseil de sécurité de l'ONU. La nuit dernière, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, la mission des Nations Unies en RDC, a déploré que malgré les différents accords signés ces derniers mois, la paix tarde à se concrétiser sur le terrain. Constat partagé par le représentant de la France au Conseil de sécurité. Jérôme Bonafont a reconnu une dégradation de la situation dans l'Est de la RDC. Il a rappelé à tous les acteurs leurs obligations face aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Actualité internationale. Au Nigeria, l'association des cadres du pétrole et du gaz naturel a suspendu sa grève aujourd'hui. Il a obtenu des garanties sur la réintégration de 800 travailleurs licenciés de la raffinerie du milliardaire Aliko Dangote à Lagos. La mobilisation a débuté lundi. Il s'agissait de dénoncer le licenciement de ses salariés et leur remplacement. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec le sélectionneur national Pape Thiaw qui a dévoilé la liste des joueurs retenus pour disputer les 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. En effet, Pape Thiaw et son staff ont choisi de lancer la préparation à Juba où les Lions affronteront leur adversaire de la 9e journée le 10 octobre à 13h. L'option retenue est donc un déplacement direct. Les joueurs devront rejoindre Juba sans passer par Dakar. Après ce premier rendez-vous, la délégation sénégalaise prendra un vol spécial pour revenir à Dakar. Objectif, préparer dans les meilleures conditions la 10e et dernière journée des qualifications. Ce sera face à la Mauritanie le 14 octobre 2025. Ligue Europa, 2e journée hier. AS Rome s'incline devant Lille 0-1. Bologne-Fribourg 1 but partout. Brann-Utrecht 1 but à 0. Celtic Glasgow perd devant Braga 0-2. FCSB perd devant Young Boys Bern 0-2. Fenerbahçe Nice 2 buts à 1. Ludogorets s'incline devant Betis Séville 0-2. Panathinaikos perd devant Haït Igles 2 buts à 1. Victoria Plzen bat Malmö FF 3 buts à 0. FC Bâle bat Stuttgart 2 buts à 0. Celta Vigo bat PAOK Salonique 3 buts à 1. FC Porto bat Étoile Rouge Belgrade 2 buts à 1. Feyenoord Rotterdam s'incline devant Aston Villa 0-2. Racing Genk s'incline devant Ferencváros 0-1. Lyon bat Salzbourg 2 buts à 0. Maccabi Tel Aviv s'incline devant Dynamo Zagreb 1-3. Nottingham Forest perd devant FC Midtjylland 3-2. Ce soir à 18h45 chez les championnats européens. La 7e journée en Ligue 1 en France. Paris FC reçoit Lorient. En Angleterre, la 7e journée de la Prime League. Bournemouth reçoit Fulham à 19h. En Espagne, la 8e journée de la Liga. Osasuna reçoit Getafe à 19h. En Allemagne, 6e journée Bundesliga. Hoffenheim reçoit FC Cologne à 18h30. En Italie, 6e journée Calcio italien. Hellas Vérone reçoit Sassuolo à 18h45. Ça est tout pour cette page sportive. La revue de presse. L'Obs place le soleil sur le quotidien Walf le matin. La presse du jour, lue et parcourue en 3 minutes 2 par André Fatou Cissé. Événement politique de 2021 à 2024, les contours de la vaste enquête confiée à la section de recherche. Le titre barre la une de Libération. Le journal avec qui nous ouvrons cette revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce matin de mentionner à ce propos que le procureur de la République a demandé aux gendarmes une longue série d'auditions et de convocations qui débutent avec Pape Abdoulaye Touré, suffisant pour que
Walf Quotidien, qui s'intéresse également au sujet, parle de la machine judiciaire qui s'emballe. Et pour cause, note l'Observateur, en route pour élucider les circonstances dans lesquelles 80 personnes sont décédées lors des violences politiques de 2021 à 2024. La DIC et la section de recherche sont en ordre de bataille. Et le quotidien du groupe Futur Média de livrer à ses lecteurs les secrets d'une mécanique judiciaire coordonnée pour lancer l'enquête. Et puis l'Obs Amour annonce que dans le cadre de l'enquête sur une affaire de viol sur une mineure de 14 ans, le fils d'une haute autorité accusé pour ce crime présumé a été mis aux arrêts. Pendant ce temps, les Échos qui scrutent la démarche d'une justice au cœur de la gouvernance évoquent une vague d'arrestations de politiques et d'activistes au Sénégal. Bamao Diouf incarcéré, jugé lundi, écrit le journal. Et au moment où Gaïné Makibou Djigen est en prison, Gaïné Makibou Gour est lui convoqué. Mentionne avec une pointe d'ironie le journal qui annonce également que le procès de Lamine Daro et Boy Dakar est prévu mercredi prochain. Dérive dans les médias, le Sénégal promet la tolérance zéro, titre Réumi Quotidien. Désormais, aucune entorse ne sera tolérée. La fermeté sera de mise, avertie à la une du journal le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Et puis au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le quotidien Yorio recerne ce matin les rouages de la vision du maître d'Élie, en l'occurrence Mohamedou Bamba Cissé, qui incarne, je cite, une révolution du style entre fermeté et proximité et répartition territoriale de la croissance et des richesses. Dakar creuse toujours les disparités. Le titre est à la une du quotidien national Le Soleil. À la une de Direct News, les clarifications de la Sénélec face à la polémique sur le WFL. Et puis dans le même journal, la DGED qui sort de son silence et confirme qu'elle est une cible d'une cyberattaque. Les pertes estimées à 50 milliards par semaine, dit l'info. Une rançon de 6,5 milliards réclamée précise l'évidence qui à l'école voit déjà une rentrée en rouge dans un système entre revendications et inondations. Non-respect des engagements du gouvernement, le regroupement des boulangers du Sénégal en grève les 6 et 7 octobre annonce entre autres sujets ce matin. Point actu. Éliminatoire mondial 2026 à la une de Source A, les principaux enseignements de la liste des lions retenus par Pape Thiaw pour les matchs contre le Soudan du Sud et la Mauritanie. C'est la fin de cette édition. Merci à Silhaj Libas Bay qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Ndeye Fatou Sissé. Était devant ce micro Serigne Moussa Kane. Vous avez rendez-vous avec l'information à 13h. Je vous rappelle les principales informations. Face à la presse, le PDS dénonce une crise multidimensionnelle et alerte sur la situation économique. Le Parti démocratique sénégalais annonce une réorganisation de son secrétariat national et l'installation prochaine d'un nouveau comité directeur. Vous avez entendu Bachir Diawara. Nous nous sommes rendus dans la commune de Bignarabé où l'association des femmes Ecofem est intervenue auprès des productrices locales pour les appuyer dans la préservation de leur cadre de vie avec la plantation d'arbres dans la forêt de Bakor. Nous nous sommes rendus à Médina Yoro-Fula. L'Agence nationale des énergies renouvelables ANER a offert près de 12 000 lampadaires répartis dans les 44 communes de la région de Kolda. C'est en présence du mandataire du directeur général de l'ANER. Sur l'international, Burkina Faso, le chef de l'État accuse des pays voisins de déstabilisation, dont la Côte d'Ivoire. C'était lors du 3e anniversaire de son arrivée au pouvoir. Et du sport, Pape Thiaw et son staff ont choisi de lancer la préparation à Juba, un choix logistique qui traduit la volonté du staff de limiter les déplacements. La revue des quotidiens a mis un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté une oreille si attentive. Le journal Serigne Moussa Kane.